D'abord, avant tout, l'homophobie, quand on la vit, quand on la perçoit, quand on l'observe, ça peut attaquer principalement l'estime de soi. Dans mon boulot au Canada, souvent j'accompagne des jeunes gays, lesbiennes ou bisexuels ou des gens qui se questionnent. Et même physiquement, la faible estime de soi va se vivre. On le sent que les jeunes sont plus, parfois même courbés, se replier sur eux-mêmes. Des jeunes également, s'ils ont un capuchon comme ça, ils vont le mettre sur leur tête pour se replier. Et quand on leur demande, quand on veut créer un lien avec ces jeunes-là en disant, mais toi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te passionne? Ils vont nous répondre, non, moi, je suis bon à rien. Et là, souvent, ils vont vouloir finir la phrase en disant, je suis qu'un sale pédé parce que je l'entends tous les jours. C'est ce qu'on me dit ou c'est ce qu'on me reflète dans mon milieu en disant, ben, un pédé, c'est ça. C'est moins que rien, c'est faible, Et quand on parlait de notion entre le sexisme et l'homophobie en disant ah ben tu joues comme une fille. Dans les sports, t'es aussi mauvais qu'une fille, tu joues comme une fille, t'es pédé. Donc vous voyez des fois la connotation entre ce qui est dévalorisé, qui est souvent le féminin, associé avec l'homosexualité masculine entre autres. Donc j'en reviens aux impacts. Faible estime de soi, donc des gens qui vont avoir aucune estime d'eux-mêmes en termes de pouvoir reconnaître son potentiel, ses forces, ses aptitudes, ses intérêts, ses passions. Ça crée de l'isolement. Rupture sociale, puis ça je vais vous parler par rapport aux familles, hein, même retrait de la famille, rupture familiale. Isolement, ça peut être les gens nous isolent, ou parfois comme stratégie pour se protéger, on va soi-même s'isoler. Encore là, dans mon boulot au Québec, il y a des jeunes également, sur l'heure du midi pour dîner à l'école secondaire, prenaient leur nourriture et allaient manger dans les WC, dans les toilettes, parce qu'à la cafétéria, ils vivaient de la violence. Ils vivaient, des jeunes lançaient de la nourriture sur eux, des yaourts, puis comme stratégie, eux-mêmes s'isolaient pour protéger leur sécurité personnelle. Donc, allaient avec leur nourriture, puis allaient manger dans la toilette fermée, comme ça, embarré, ça peut arriver. Donc, l'isolement. Tout ça, bien entendu, emmène un lot de stress, d'anxiété, problème d'attention, voire même de dépression. Donc là, c'est la santé mentale qui est touchée. Problème d'attention, je veux juste m'attarder, ça c'est plus en milieu scolaire également. Par exemple, si un jeune est dans la classe, dans un cours de français, l'enseignante explique tout ça, et là, le jeune, lui, tout ce qui est il réfléchit à la façon qu'il va aller à sa case pour changer de ses cartables, ses livres, parce qu'il va peut-être avoir un groupe de jeunes qui vont l'intimider. L'intimidation en milieu scolaire, comment ça peut se vivre? C'est que le jeune, quand la cloche va sonner, prend ses trucs, mais lui doit se rendre à son casier, doit changer ses livres, tout ça. Et dans certaines écoles secondaires, mais en fait dans toutes, il sait qu'il va peut-être croiser certains jeunes qui vont l'intimider, qui vont peut-être des fois juste le bousculer comme ça, ou ou lui dire des propos, ah oui, le PD, tout ça. Donc ce jeune-là, même dans la classe, va réfléchir à dire, bon, je prends quel couloir, moi? Ou je vais être en retard à ma classe pour éviter l'attroupement des jeunes, donc les retardataires, ou les jeunes autrement qui arrivent dans la classe beaucoup en avance. Souvent, c'est peut-être un indicateur que c'est des jeunes qui se font intimider. Parce que pour eux, c'est leur stratégie pour éviter les rencontres avec certains adolescents et adolescentes dans leur école secondaire. Donc, problème d'attention, est-ce que la personne qui est là, qui craint encore une fois pour sa sécurité, va être très à l'écoute de la matière qui est enseignée? Non, parce qu'il y a d'autres préoccupations beaucoup plus personnelles et intimes qui touchent sa sécurité, donc il va penser à ça davantage, ce qui peut entraîner des problèmes d'attention en milieu scolaire, ce qui entraîne également de l'absentéisme, aspiration scolaire et professionnelle limitée. Ce que ça veut dire, un jeune garçon qui se plairait bien à être coiffeur, je ramène encore mon exemple de coiffeur, je trouve d'autres... éducateurs, vous avez un mot, vous, pour être les éducateurs à l'enfance? J'ai déjà oublié. Péricultrice. Comme les sages-femmes, c'est les hommes sages. Mais si un homme voudrait être... Ouais, sage-homme. Mais une péricultrice, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes? Je présume que non. En Belgique, même chose au Québec. Mais combien de fois j'ai déjà entendu des hommes qui seraient heureux à s'occuper des enfants, pouvoir favoriser leur développement et tout ça, mais c'est tellement un emploi, un métier associé aux femmes
qui n'ont peut-être pas le goût de vivre ce type de regard-là ou de commentaires. Même chose pour les femmes. Les métiers considérés comme beaucoup plus masculins, milieu macho. Combien de femmes, des fois, vont peut-être pas choisir une carrière dans laquelle elles pourraient s'épanouir, puis être des bonnes employées, et faire des grandes choses, par peur des préjugés, des clichés, des stéréotypes. Également, comportements à risque, drogue, alcool, comportements sexuels à risque, qui sont plus élevés dans les communautés gays et lesbiennes. Pourquoi? Ben, des fois, ça peut être également une stratégie pour un peu atténuer la violence qu'on peut vivre. Je reviens encore avec mes exemples de jeunes en milieu scolaire. Il y a un jeune qui me disait, ben moi, je fume un joint avant d'aller à l'école. Tous les jours maintenant. Avant, c'était un peu, maintenant, c'est tous les jours. Parce que ça me permet quand j'entends des insultes, je m'en fous. J'ai fumé, je suis un peu... je me la joue cool. Et comme ça, les sales pédés que j'entends tous les jours, je m'en fous. Ça ne me touche plus. Donc, c'était sa stratégie à ce jeune-là. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Bon, on pourrait la questionner. Mais moi, ce que ça amène comme message, c'est que son milieu n'est pas, c'est pas ouvert. Il ne se sent pas en sécurité dans ce milieu-là. Et c'est la stratégie. Donc, l'alcool également. Ou ça peut être également une façon d'entrer en relation avec un groupe d'amis, mais pour créer donc, pour sortir de son isolement, des fois, l'influence des pairs, en disant, ouais, moi aussi, je vais prendre de l'alcool, ou pour faire finalement partie d'un groupe, pour ne pas se sentir différent. Comportement sexuel à risque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, particulièrement chez les jeunes, si à l'école, dans différentes réalités, je vais aller très pratico-pratique, un jeune de 16 ans est à l'école secondaire, tous ses amis ont commencé à nouer des relations amoureuses, ou là, c'est le première relation sexuelle et tout ça. Le jeune qui sent qu'il est différent, qui voudrait vivre une relation avec une personne de même sexe, est-ce qu'il va pouvoir en parler à 16 ans? À ses groupes d'amis? Peut-être pas toujours. À ses parents? Poser des questions à des gens ou à l'infirmière scolaire ou au médecin en disant « Mais moi, c'est ce que je vis », il va avoir beaucoup de craintes. Il n'aura pas la bonne information. Il ne pourra pas parler de sa réalité qu'il peut vivre, en sachant également qu'il a une faible estime de soi, qui est peut-être isolé, qui vit du stress, de l'angoisse. Si un jour il rencontre finalement une personne et que, par exemple, donc une personne veut le séduire, tout ça, puis veut donc peut-être avoir un potentiel de relation sexuelle, pour la négociation du préservatif, de la capote, est-ce qu'un jeune qui a une faible estime de soi, qui a souvent peut-être été rejeté dans sa vie, va pouvoir négocier la capote puis dire « Non, moi sans capote, il n'y a pas de relation sexuelle », il va peut-être avoir tendance à dire « Pour la première fois de ma vie, il y a quelqu'un qui m'apprécie. Je vais peut-être vivre quelque chose que finalement je peux vivre qui je suis parce que dans mes autres groupes d'amis, ma famille, on ne reconnaît pas ce que je vis, on n'en parle pas ou c'est tabou. » Ça va peut-être des fois entraîner des comportements sexuels à risque. Pas à tous les coups, c'est sûr, mais... puis tout ce qui concerne également la détresse suicidaire, qui est présente, qu'on estime de environ 6 à 12 fois plus élevée chez les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels, ou les jeunes qui sont présumés, donc des jeunes qui vivent de la violence également. Détresse suicidaire, ça peut être juste un moment de crise, qui peut entraîner également des tentatives de suicide, puis même des suicides complétés. Et ça, malheureusement, moi, c'est ce que j'ai remarqué au Québec, les milieux scolaires, principalement pour les jeunes, vont réagir quand il arrive quelque chose, un suicide dans un milieu scolaire. Là, ils vont dire « Ah, il y a un problème, il faut faire la lutte contre l'homophobie. » Mais on n'est pas nécessairement toujours en prévention. On est souvent après qu'il y a eu un événement, un épisode dramatique comme celui-là.